Dans la douce lumière d'un matin d'automne, la petite ville de banlieue parisienne s'éveillait lentement, ses rues pavées encore humides de la rosée nocturne, baignées par une brise fraîche qui portait l'odeur des feuilles mortes et du pain tout juste sorti du four. Au cœur de cette bourgade tranquille, niché à l'angle d'une placette où trônait une fontaine ancienne, se trouvait le Café des Lilas, un établissement modeste mais chaleureux, dont les vitres embuées laissaient entrevoir des silhouettes floues et des éclats de conversation. C'était ici, dans ce refuge d'habitude et de simplicité, que Zinedine Zidane, l'icône du football français, venait chaque matin depuis qu'il avait raccroché ses crampons. À l'écart des projecteurs et des foules en délire, il avait choisi cette vie discrète, presque monastique, où le tintement des cuillères contre les tasses de porcelaine remplaçait les rugissements des stades. Assis à sa table habituelle, près de la fenêtre donnant sur la rue, il dépliait le Figaro avec une précision méthodique, ses doigts cailleux effleurant le papier comme s'il caressait un souvenir. Son visage, marqué par le temps mais toujours empreint d'une dignité naturelle, restait impassible, ses yeux sombres scrutant les gros titres avec une attention qui trahissait son intelligence aiguisée. Zinedine, ou Zizou comme l'appelaient encore les nostalgiques, n'était plus le jeune prodige de la Juventus ou le héros de la Coupe du Monde 1998, mais un homme de 50 ans, père de famille, qui cherchait dans la routine de ce café un ancrage, une pause dans le tourbillon de sa vie passée. Il portait une veste en laine grise, sobre, et une écharpe bleu marine enroulée lâchement autour de son cou, comme pour se fondre dans l'anonymat de cette bourgade. Pourtant, même dans cette simplicité, il émanait de lui une aura, une présence magnétique qui faisait que, sans le vouloir, il attirait les regards discrets des autres clients. Le Café des Lilas était un microcosme de la vie locale. À l'intérieur, les habitués formaient une mosaïque de personnages. Madame Lefebvre, la veuve septuagénaire qui tricotait en silence dans un coin, son thé fumant à ses côtés, Pierre, le boulanger, qui venait prendre un expresso après sa nuit de travail, les joues encore poudrées de farine, et Sophie, la jeune serveuse de 20 ans, dont le sourire éclatant et l'énergie débordante faisaient oublier les petites maladresses qu'elle commettait en jonglant avec les plateaux. Les murs du café, tapissés de photos jaunies et de cartes postales des années 60, racontaient une histoire d'antan, tandis que l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds emplissait l'air d'une douceur réconfortante. Ce matin-là, tout semblait suivre le rythme immuable des jours précédents. Les conversations, murmurées par-dessus le cliquetis des tasses, portaient sur les nouvelles du jour, la météo clémente, les dernières frasques d'un politicien local, ou encore le match de Ligue 1 de la veille, que Zidane écoutait d'une oreille distraite, un léger sourire au coin des lèvres lorsqu'un client lançait une analyse hasardeuse sur la tactique du PSG. Il n'intervenait jamais dans ces débats, préférant laisser les autres discourir, mais son silence n'était pas celui de l'indifférence. C'était un silence habité, celui d'un homme qui avait vu le monde sous toutes ses facettes, des vestiaires enfiévrés de Madrid aux rues poussiéreuses de son enfance à Marseille, et qui savait que les mots, souvent, pesaient moins que les actes. Zidane en était à sa deuxième gorgée de café, un noir serré sans sucre, lorsque la porte du café s'ouvrit avec une brusquerie qui fit tinter la clochette au-dessus de l'entrée plus fort que d'habitude. Un homme entra, ou plutôt fit irruption, sa silhouette massive occupant tout l'espace du seuil. Il portait une veste en cuir usé, constellée de patchs aux couleurs criardes et un gant déchiré qui semblait avoir vécu 1000 aventures. Ses bottes, crottées, laissaient des traces sur le carrelage impeccable du café, et son visage, à moitié dissimulé par une barbe broussailleuse, affichait un rictus de défi. C'était le genre d'individu qui semblait chercher l'attention, ou peut être le conflit, et qui n'avait que faire des convenances. Il s'avança vers le comptoir d'un pas lourd, ignorant les regards curieux ou méfiants des clients. Sophie, derrière le comptoir, lui adressa un sourire professionnel, mais son regard trahissait une légère appréhension. « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de poser ses deux mains sur le comptoir, ses doigts tatoués tambourinant sur le bois, puis il lâcha un rire grave, presque moqueur. « Un café petite et fait vite » grogna-t-il, avant d'ajouter, plus fort, comme pour s'assurer que tout le monde l'entende, et pas de ce jus de chaussette que vous servez d'habitude. Un silence gêné s'installa.
Madame Lefebvre cessa de tricoter, ses aiguilles suspendues en l'air. Pierre, le boulanger, fronça les sourcils, mais baissa les yeux sur sa tasse. Zidane, lui, ne bougea pas, son journal toujours ouvert devant lui, mais ses doigts s'étaient imperceptiblement crispés sur le papier. L'homme, que les habitués identifieraient plus tard comme un certain Marcel, membre d'une bande de motards qui sévissait dans les environs, ne se contenta pas de commander. Il se mit à arpenter le café, son regard balayant la salle comme s'il jaugeait chaque client. Il s'arrêta près de la table de Madame Lefebvre, attrapa une serviette en papier sur sa table et s'essuya ostensiblement les mains, la jetant ensuite par terre avec un ricanement. La vieille dame, indignée mais trop prudente pour parler, serra les lèvres et détourna le regard. Marcel poursuivit son manège, s'approchant du comptoir où Sophie s'affairait à préparer son café. « Alors, ça vient ou quoi ?» lança-t-il, tapant du poing sur le bois. Sophie sursauta, renversant un peu de lait sur le comptoir, et s'excusa précipitamment. « Tout de suite, monsieur », balbutia-t-elle, ses joues rosissant sous l'effet de l'embarras. Marcel éclata de rire, un rire gras qui résonna dans le café comme une provocation. Cette fois, les murmures des clients se turent complètement et l'atmosphère devint lourde, presque étouffante. Zidane releva lentement les yeux de son journal. Il observa la scène, son regard passant de Sophie, visiblement intimidée, à Marcel, dont l'attitude semblait calculée pour semer le malaise. Pendant un instant, il sembla hésiter, pesant peu, être le coup d'une intervention. Mais Zinedine Zidane n'était pas homme à rester indifférent face à l'injustice, même dans les moments les plus anodins. Il avait grandi dans les quartiers populaires de la Castellane, où le respect se gagnait par des actes, pas par des mots, et cette leçon ne l'avait jamais quitté. Il replia son journal avec une lenteur délibérée, le posa sur la table et se redressa légèrement sur sa chaise. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était calme, presque douce, mais portait cette autorité naturelle qui avait autrefois fait taire des vestiaires entiers. « Monsieur, dit-il, s'adressant à Marcel sans hausser le ton, vous pourriez montrer un peu de respect pour les gens qui travaillent ici. » Les mots étaient simples, dénués d'agressivité, mais ils tombèrent comme une pierre dans un étang, créant des cercles d'ondes dans le silence du café. Marcel se figea, puis pivota lentement vers Zidane, son sourire moqueur se transformant en une grimace. « Qu'est-ce que t'as dit, le vieux ?» lança-t-il, s'avançant vers la table de Zidane. Les clients retinrent leur souffle. Sophie, derrière le comptoir, serra les poings, ses yeux passant de Zidane à Marcel, avec une inquiétude croissante. Zidane ne scia pas. Il soutint le regard de l'homme, ses yeux sombres brillant d'une lueur indéchiffrable, mélange de fermeté et de patience. « J'ai dit, répéta-t-il toujours aussi posément, que vous devriez respecter les gens ici. Ça ne coûte rien. » Marcel éclata d'un rire forcé, mais il y avait une pointe de nervosité dans son attitude. Il s'approcha encore, se penchant vers Zidane, son haleine empestant le tabac froid. « Tu sais qui je suis, papy ?» cracha-t-il. « Je fais ce que je veux où je veux. Et toi, t'es qui pour me donner des leçons ?» Zidane ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer, comme s'il jaugeait non pas l'homme devant lui, mais le poids de ce qui allait suivre. Ce moment, suspendu dans le temps, était le prélude à une tempête que personne dans le Café des Lilas n'aurait pu anticiper. Zinedine Zidane, l'homme qui avait porté la France sur ses épaules, qui avait affronté les plus grands défis avec une grâce presque surnaturelle, se tenait à la croisée des chemins. Il savait que les prochaines minutes allaient changer le cours de cette matinée, peut être même laisser une marque indélébile sur ce petit café et ses habitués. Mais pour l'instant, il restait immobile, sa tasse de café encore chaude entre ses mains, son esprit déjà à l'œuvre, calculant, attendant, car Zinedine Zidane n'était pas seulement une légende du football. Il était un père, un protecteur et un homme qui, même dans la quiétude d'un café de banlieue, portait en lui le feu d'une vie forgée par le courage et l'honneur. L'atmosphère du Café des Lilas, déjà tendue par l'échange entre Zinedine Zidane et l'intrus nommé Marcel, sembla se figer davantage, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le rictus de Marcel, un mélange de mépris et de provocation, flottait sur son visage tandis qu'il se tenait penché au-dessus de la table de Zidane, ses mains posées sur le bois verni, ses doigts tatoués crispés comme s'il s'apprêtait à renverser la tasse de café encore fumante. Les clients, figés sur leurs chaises, n'osaient ni bouger ni parler,
leur regard oscillant entre l'ancien footballeur, dont la posture restait d'un calme olympien, et cet homme qui semblait décidé à imposer sa loi par la force. Sophie, la jeune serveuse, se tenait derrière le comptoir, un torchon serré entre ses mains, ses yeux écarquillés par une peur qu'elle tentait de masquer. Madame Lefebvre, dans son coin, avait posé son tricot sur ses genoux, ses lèvres pincées trahissant une indignation contenue. Pierre, le boulanger, serrait sa tasse si fort que ses phalanges blanchissaient. Le silence, seulement brisé par le léger bourdonnement du réfrigérateur derrière le comptoir, était si lourd qu'il semblait prêt à éclater. Pourtant, au cœur de cette tension, Zidane restait immobile, ses yeux sombres fixés sur Marcel, non pas avec colère, mais avec une intensité qui semblait percer au-delà de la façade arrogante de l'homme. C'était un regard qui avait autrefois désarçonné des adversaires sur le terrain, un regard qui parlait de maîtrise, de patience, mais aussi d'une force contenue, prête à se déchaîner si nécessaire. Marcel, sentant peu être que son intimidation ne produisait pas l'effet escompté, redressa légèrement la taille, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Alors, le héros national, hein ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Il fit un pas en arrière, croisant les bras, et haussa le ton pour s'assurer que tout le café l'entende. Monsieur Zidane, la grande star, qui vient jouer les moralisateurs dans un trou paumé comme celui-ci. Tu crois que t'es encore sur un stade, à faire la loi ? Il ricana, cherchant du regard un soutien parmi les clients, mais personne ne lui rendit son sourire. Les mots de Marcel, destinés à humilier, semblaient glisser sur Zidane comme l'eau sur une pierre polie. L'ancien footballeur ne scia pas, sa main droite reposant toujours sur le bord de sa tasse, ses doigts effleurant la porcelaine avec une délicatesse presque incongrue dans ce moment de tension. Mais sous cette apparente sérénité, quelque chose bouillonnait. Pas de la peur, ni même de la colère brute, mais une indignation froide, ancrée dans des décennies de combat, sur le terrain comme en dehors. Zidane savait que cet homme, avec son arrogance et sa brutalité, représentait plus qu'un simple fauteur de troubles. Il était le symbole de ceux qui, par égoïsme ou par faiblesse, piétinaient la dignité des autres, et cela, Zinedine Zidane ne pouvait l'accepter. Sans un mot, Zidane se leva lentement de sa chaise, son mouvement fluide et mesuré, comme s'il s'apprêtait à entrer sur un terrain pour un match décisif. Sa stature, bien que moins imposante que dans ses années de gloire, restait impressionnante, et la façon dont il se tenait, droit, les épaules légèrement en arrière, rappela à ceux qui le connaissaient l'élégance naturelle qu'il dégageait jadis balle aux pieds. Marcel, surpris par ce changement de posture, recula d'un demi-pas, mais il se ressaisit rapidement, bombant le torse pour masquer son hésitation. « Quoi, tu veux jouer les durs, papy ?» railla-t-il. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une pointe d'incertitude. Zidane ne répondit pas immédiatement. Il ajusta son écharpe, un geste presque anodin, puis planta son regard dans celui de Marcel. « Je ne joue pas », dit-il enfin, sa voix basse mais d'une clarté tranchante, chaque syllabe prononcée avec une précision qui fit frissonner Sophie derrière le comptoir. « Je te demande de t'excuser auprès de cette jeune femme, ajouta-t-il, désignant Sophie d'un léger signe de tête, et de respecter les gens ici. C'est tout. » Les mots, simples et directs, n'étaient ni une menace, ni une supplique. Ils étaient un ultimatum, prononcé avec la même assurance qu'un capitaine donnant ses consignes avant un pénalty décisif. Le visage de Marcel se crispa, ses joues s'empourprant sous l'effet d'une rage mal contenue. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par un homme qu'il considérait comme un vestige du passé, une gloire fanée venue se perdre dans un café de banlieue. Pour lui, Zidane n'était qu'un nom, une relique médiatique, et non un homme capable de lui tenir tête. Mais ce qu'il ignorait, ce que personne dans ce café ne pouvait pleinement mesurer à cet instant, c'était la profondeur de la détermination de Zidane. Cet homme, qui avait grandi dans les rues rudes de Marseille, qui avait affronté les moqueries racistes, les pressions des plus grands clubs et les attentes d'une nation entière, n'était pas du genre à plier face à un provocateur de pacotille. Pourtant, Marcel, aveuglé par son orgueil, commit l'erreur fatale. Sans avertissement, il leva la main et, dans un geste aussi rapide que maladroit, gifla Zidane. Le claquement de la pomme contre la joue résonna dans le café comme un coup de tonnerre, faisant sursauter Madame Lefebvre et arrachant un cri étouffé à Sophie.
Les clients retinrent leur souffle, certains détournant les yeux, d'autres fixant la scène avec une fascination horrifiée. La tasse de Zidane trembla légèrement sur la table, renversant quelques gouttes de café sur la nappe. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. La joue de Zidane, rougie par l'impact, contrastait avec la pâleur de son visage, mais il ne bougea pas. Il ne porta pas la main à son visage, ne recula pas, ne montra aucun signe de faiblesse. Ses yeux, toujours rivés sur Marcel, brillaient d'une intensité nouvelle, non pas de douleur, mais d'une colère contenue. Une colère qui n'avait rien de chaotique, mais tout d'une lame affûtée, prête à trancher au moment opportun. Marcel, enhardi par son geste, éclata d'un rire forcé, se tournant vers les clients comme pour réclamer leur approbation. « Voilà ce qui arrive quand on se prend pour un héros », lança-t-il, pointant Zidane du doigt. Mais son rire s'éteignit rapidement face au silence glacial qui l'accueillit. Les clients, loin de l'applaudir, semblaient choqués, certains murmurant entre eux, d'autres fixant Zidane avec une admiration mêlée de crainte. Sophie, les larmes aux yeux, s'agrippait au comptoir, incapable de trouver les mots pour intervenir. Madame Lefebvre, pour la première fois, posa son tricot et murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. Pierre, le boulanger, serra les poings, mais resta cloué à sa chaise, partagé entre l'envie d'agir et la peur des représailles. Zidane, lui, restait immobile, sa respiration lente et régulière, comme s'il méditait sur un coup franc à tirer dans les dernières secondes d'une finale. La douleur de la gifle, bien réelle, n'était rien comparée à l'humiliation qu'il ressentait, non pas pour lui-même, mais pour Sophie, pour Madame Lefebvre, pour tous ceux qui, dans ce café, avaient été témoins de cette injustice. Il savait que répondre par la violence serait facile, presque instinctif. Il avait, après tout, grandi dans un monde où les affronts se réglaient souvent à coups de poing. Mais il n'était plus ce jeune homme impulsif. Il était Zinedine Zidane, un homme qui avait appris à canaliser sa force, à transformer sa colère en quelque chose de plus grand, de plus significatif. Et pourtant, il savait aussi que cet affront ne pouvait rester sans réponse. Pas pour son ego, mais pour l'exemple, pour montrer à Sophie, à Pierre, à tous les autres, que la dignité ne se négocie pas. Marcel, inconscient du feu qu'il venait d'allumer, s'approcha à nouveau, son index pointé vers Zidane. « T'as autre chose à dire, la star ?» cracha-t-il, son haleine empestant l'alcool et le tabac. Zidane ne répondit pas. Il se contenta de redresser légèrement la tête, sa joue encore marquée par la gifle, et de poser ses mains sur la table, ses doigts croisés dans un geste d'une sérénité presque provocante. Mais sous cette façade, son esprit était en ébullition. Il pensait à ses fils, à l'éducation qu'il leur avait donnée, aux valeurs de respect et de courage qu'il leur avait inculquées. Il pensait à Lucas, son aîné, dont la discipline et la détermination faisaient la fierté de la famille. Et il savait, avec une certitude absolue, que ce moment, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, exigeait une réponse qui dépasse les points et les insultes. Marcel, avec son arrogance et sa brutalité, venait de franchir une ligne, et Zidane, en homme d'honneur, se préparait à rétablir l'équilibre, non pas pour lui, mais pour tous ceux qui, dans ce café, attendaient un signe d'espoir. La gifle, dont l'écho semblait encore vibrer dans l'air épais du Café des Lilas, avait laissé une marque rouge sur la joue de Zinedine Zidane, mais c'était dans son esprit que l'impact résonnait le plus fort. Assis à sa table, ses mains toujours posées sur la nappe tachée de café, il fixait Marcel, l'homme qui venait de le frapper, avec une intensité qui semblait creuser au-delà de la façade arrogante de ce dernier. Autour d'eux, le silence du café était presque palpable, comme si chaque client, chaque objet, chaque grain de poussière suspendu dans la lumière matinale attendait la prochaine action de Zidane. Sophie, la serveuse, serrait toujours son torchon, ses lèvres tremblantes, tandis que Madame Lefebvre, dans son coin, murmurait une prière à peine audible. Pierre, le boulanger, avait les poings serrés, mais son regard trahissait une impuissance face à la brutalité de Marcel. Ce dernier, enhardi par l'absence de riposte immédiate, ricana, un son rauque et provocateur, et fit un pas vers Zidane, son doigt pointé comme une arme. « Alors, la star, t'as perdu ta langue ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Ou t'as compris que t'es plus rien ici ?» Mais Zidane ne répondit pas. Pas encore. Ses yeux, sombres et profonds comme les nuits de Marseille où il avait forgé son caractère, restaient rivés sur Marcel, non pas avec colère,
mais avec une patience qui, paradoxalement, semblait plus menaçante que n'importe quel cri. À cet instant, alors que le café semblait suspendu dans une attente fiévreuse, l'esprit de Zidane s'échappa du présent, glissant vers des souvenirs lointains, des fragments de sa vie qui, comme des éclats de verre, composaient le mosaïque de l'homme qu'il était devenu. Il se revit enfant, courant pieds nus dans les ruelles poussiéreuses de la Castellane, ce quartier populaire de Marseille où les rêves étaient aussi rares que l'eau en été. Là-bas, le football n'était pas un sport, mais une langue, un moyen de survie, une façon de crier au monde qu'on existait. Il se souvenait des regards méfiants des passants, des murmures qui suivaient sa famille kabyle, des injures racistes lancées à demi-voix par ceux qui ne voyaient en lui qu'un étranger. Mais il se souvenait aussi de la fierté de son père, Smaïl, un homme aux mains cailleuses qui avait traversé la Méditerranée pour offrir à ses enfants un avenir meilleur. « Tiens la tête haute, Yazid », lui disait-il, utilisant son prénom de naissance, et ne laisse jamais personne te marcher dessus. Ces mots, gravés dans son cœur, avaient été son armure, bien plus solide que n'importe quel maillot de la Juventus ou du Real Madrid. Zidane se revit ensuite à Cannes, à 16 ans, dans ce centre de formation où il était arrivé, frêle et timide, avec pour seul bagage un ballon usé et une détermination farouche. Les entraîneurs doutaient de lui, le trouvant trop maigre, trop discret, mais il avait prouvé, match après match, que son silence était une force, que son regard, déjà à l'époque, pouvait faire plier les plus arrogants. Il se rappela Turin, les nuits blanches avant les grands matchs, la pression écrasante d'être le premier joueur français à briller dans un club aussi prestigieux que la Juventus. Et puis, bien sûr, il y eut 1998, cette soirée magique au Stade de France, où ces deux coups de tête, non pas de colère mais de génie, avaient offert à la France sa première Coupe du Monde. Ce soir-là, il n'était plus le gamin de la Castellane, mais Zizou, le héros d'une nation, celui dont le nom était scandé dans les rues de Paris et à Alger. Pourtant, même au sommet de la gloire, il était resté le même, un homme de peu de mots, un homme qui croyait que l'honneur se mesurait dans les actes, pas dans les discours. Mais il y avait aussi des souvenirs plus sombres, des moments où sa retenue légendaire avait cédé sous le poids de l'injustice. Il pensa à 2006, à cette finale de Coupe du Monde contre l'Italie, à cet instant où les mots de Marco Materazzi, des mots qu'il n'avait jamais répétés à quiconque, avaient touché une corde sensible, celle de sa famille, de sa mère, de son identité. Le coup de tête qu'il avait asséné ce soir-là, immortalisé par les caméras du monde entier, n'était pas un geste de fierté, mais un réflexe, une réponse viscérale à une insulte qu'il ne pouvait tolérer. Il avait payé le prix de cet éclat, une expulsion, une fin de carrière sous les huées d'une partie du public, mais il n'avait jamais regretté, pas vraiment. Car pour Zidane, il y avait des lignes qu'on ne franchissait pas, des valeurs qui valaient plus que n'importe quel trophée. Et aujourd'hui, dans ce café de banlieue, face à Marcel, il sentait cette même ligne être franchie. Non pas seulement pour lui, mais pour Sophie, pour Madame Lefebvre, pour tous ceux qui, dans leur silence, espéraient qu'un homme se lève pour dire non. Revenant au présent, Zidane sentit une chaleur diffuse sur sa joue, là où la main de Marcel l'avait frappé. La douleur était négligeable, un simple picotement comparé au coup qu'il avait reçu sur les terrains, au choc des défenseurs qui cherchaient à l'arrêter par tous les moyens. Mais ce qui brûlait davantage, c'était l'humiliation. Pas la sienne, mais celle qu'il lisait dans les yeux de Sophie, dans la posture voûtée de pierre, dans la prière muette de Madame Lefebvre. Il pensa à ses fils, à Lucas, Enzo, Théo, Elias, ces garçons qu'il avait élevés avec Véronique, sa femme, dans l'amour mais aussi dans la rigueur, leur apprenant que la force véritable n'était pas dans les muscles, mais dans la capacité à défendre ce qui est juste. Lucas, l'aîné, était celui qui lui ressemblait le plus, non pas dans ses traits, mais dans cette droiture, cette discipline qu'il avait peaufinée au fil des années dans l'armée. Zidane savait que son fils, aujourd'hui capitaine, n'était pas seulement un soldat, mais un homme d'honneur, quelqu'un qui, comme lui, ne tolérait pas l'injustice. Marcel, inconscient des pensées qui traversaient l'esprit de Zidane, continuait son manège, paradant dans le café comme un coq dans une basse-cour. Il s'approcha de Sophie, qui tressaillit lorsqu'il tapa à nouveau sur le comptoir. « Hé, la petite, t'as vu comment on remet les vieux à leur place ?» lança-t-il, riant de sa propre blague. Sophie, les larmes au bord des yeux, baissa la tête, incapable de répondre.
Ce fut cet instant, ce regard brisé de la jeune femme, qui fit basculer quelque chose en Zidane. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre dignité, mais de celle de tous ceux qui, dans ce café, se sentaient écrasés par l'arrogance de Marcel. Il pensa à sa mère, Malika, à la façon dont elle lui avait appris à protéger les plus faibles, à sa sœur, Lila, dont la douceur l'avait toujours inspiré à être un homme meilleur. Il pensa à tous les moments où il avait choisi de se taire, de laisser passer, mais aujourd'hui, ici, il savait que le silence n'était plus une option. Zidane bougea enfin, un mouvement subtil, presque imperceptible. Il décroisa ses mains, posa ses paumes à plat sur la table et se redressa légèrement, son regard ne quittant pas Marcel. Ce dernier, sentant peu être un changement dans l'atmosphère, se tourna vers lui, son sourire vacillant. « Quoi? T'as pas eu assez ?» grogna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Zidane ne répondit pas avec des mots. Il se contenta de lever légèrement le menton, un geste qui, sur un terrain, aurait signifié qu'il était prêt à prendre le contrôle du jeu. Mais ici, dans ce café, ce geste était une déclaration silencieuse. Il ne plierait pas, pas aujourd'hui. Pas face à cet homme qui représentait tout ce qu'il avait combattu dans sa vie, l'injustice, l'arrogance, le mépris, et dans son esprit, une certitude s'installa, aussi claire que la lumière qui filtrait à travers les vitres du café. Ce moment, aussi trivial qu'il puisse paraître, était un test, non pas de sa force, mais de son héritage, de ce qu'il laisserait derrière lui, pour ses fils, pour Sophie, pour ce petit coin de France qui, malgré tout, croyait encore en l'honneur. Le café des Lilas, plongé dans une tension presque électrique, semblait attendre un dénouement que personne n'osait anticiper. La gifle infligée à Zinedine Zidane par Marcel, ce motard brutal, avait figé l'assemblée dans une stupeur mêlée de crainte et d'indignation. Sophie, la serveuse, se tenait toujours derrière le comptoir, ses mains tremblantes serrant le torchon comme un bouclier dérisoire, ses yeux passant de Zidane à Marcel avec une anxiété croissante. Madame Lefebvre, dans son coin, avait abandonné son tricot, ses doigts crispés sur le bord de sa tasse, tandis que Pierre, le boulanger, semblait lutter contre l'envie d'intervenir, ses poings serrés trahissant une colère contenue. Marcel, lui, savourait l'effet de son geste, son rictus arrogant illuminant son visage barbu alors qu'il toisait Zidane, attendant une réaction, une faiblesse, un signe de reddition. Mais Zidane, assis à sa table, la joue encore rougie par le coup, restait d'un calme surnaturel. Ses mains, posées à plat sur la nappe, ne tremblaient pas. Ses yeux, fixés sur Marcel, ne sciaient pas. Pourtant, sous cette façade impassible, une tempête se préparait, non pas une explosion de colère, mais une réponse calculée, forgée par des années de discipline et d'honneur. Il savait que ce moment, aussi trivial qu'il puisse paraître dans ce café de banlieue, exigeait plus qu'une simple riposte physique. Il exigeait une justice, non pas pour lui, mais pour tous ceux qui, dans ce silence oppressant, espéraient un sursaut de dignité. Marcel, inconscient du poids de l'homme qu'il venait de provoquer, fit un pas de plus vers la table de Zidane, son index pointé comme une arme. « Alors, la légende, t'as rien à dire ?» lança-t-il, sa voix rauque empreinte d'une fausse assurance. « T'es peu, être bon pour taper dans un ballon, mais ici, c'est mon terrain. » Il ricana, cherchant à rallier les clients à sa cause, mais le silence glacial qui l'accueillit ne fit qu'accentuer son malaise. Il se tourna vers Sophie, qui sursauta lorsqu'il tapa du poing sur le comptoir. « Hé, la petite, t'as vu comment on remet les grandes gueules à leur place ?» ajouta-t-il, riant de sa propre bravade. Sophie, les joues empourprées, baissa les yeux, incapable de répondre, son regard implorant Zidane, comme si elle espérait qu'il mette fin à cette humiliation. Ce fut cet instant, ce mélange de peur et d'impuissance dans les yeux de la jeune femme, qui fit basculer quelque chose en Zidane. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre dignité, mais de celle de ce café, de ces gens ordinaires qui, dans leur routine quotidienne, méritaient le respect. Il pensa à sa propre jeunesse, à ces moments où il avait vu sa mère, Malika, ou sa sœur, Lila, affronter les regards méprisants ou les paroles blessantes, et à la promesse qu'il s'était faite de toujours protéger ceux qui ne pouvaient se défendre seuls. Sans un mot, Zidane se leva, son mouvement lent et délibéré, comme s'il s'apprêtait à exécuter une passe millimétrée sur un terrain. Sa stature, bien que marquée par le temps, imposait une présence qui fit reculer Marcel d'un pas instinctif. L'homme, sentant peu,
Être que son emprise sur la situation vacillait, bomba le torse, mais son regard trahissait une nervosité croissante. « Tu veux quoi, le vieux ?» grogna-t-il, sa main glissant vers sa poche, où un éclat métallique suggérait la présence d'un couteau. Les clients retinrent leur souffle, et Sophie laissa échapper un hoquet de frayeur. Mais Zidane, imperturbable, ignora la menace. Il contourna la table avec une aisance presque féline, s'approchant du vieux téléphone à cadran posé sur le comptoir, un vestige des années 80 que le café conservait par nostalgie. Marcel éclata d'un rire moqueur. « Quoi, t'appelles les flics ?» lança-t-il, se tournant vers les clients comme pour les prendre à témoin. Pathétique, mais Zidane ne lui prêta aucune attention. Ses doigts, habitués à la précision d'un ballon, composèrent un numéro avec une rapidité surprenante. Lorsque la ligne s'ouvrit, il ne prononça que 2 mots, d'une voix basse, mais d'une clarté tranchante. « Lucas, viens !» Puis il raccrocha, le cliquetis du combiné résonnant dans le silence du café comme un glas. Marcel, déconcerté par cette absence de peur, cette assurance qu'il ne comprenait pas, retrouva son aplomb et s'avança, attrapant le col de la veste de Zidane. « T'appelles qui, hein, ton agent ? Ton avocat ?» railla-t-il, son haleine empestant l'alcool et le tabac. Il resserra sa prise, tirant Zidane vers lui, mais l'ancien footballeur ne broncha pas. Ses yeux, toujours rivés sur Marcel, brillaient d'une lueur indéchiffrable, un mélange de défi et de certitude. « T'es fini, Zidane !» cracha Marcel, levant à nouveau la main comme pour frapper. Mais cette fois, il s'arrêta peu, être troublé par l'immobilité de Zidane, par ce regard qui semblait le transpercer. Sophie, incapable de supporter la tension, murmura un « S'il vous plaît, arrêtez », à peine audible, mais sa voix se perdit dans l'atmosphère lourde. Madame Lefebvre, pour la première fois, se leva à moitié de sa chaise, ses mains tremblantes posées sur la table, comme si elle voulait intervenir mais ne savait comment. Pierre, le boulanger, fit un pas en avant, mais un regard de Zidane, rapide et autoritaire, le cloua sur place. Ce n'était pas leur combat, pas encore. Zidane savait ce qu'il faisait. Et il savait que l'homme en face de lui, avec son arrogance et sa violence, n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Marcel, frustré par l'absence de réaction, relâcha le col de Zidane et recula, dégainant enfin le couteau qu'il dissimulait dans sa poche. La lame, courte mais aiguisée, scintilla sous la lumière tamisée du café, arrachant un cri étouffé à Sophie. Les clients se figèrent, certains détournant les yeux, d'autres murmurant des prières silencieuses. « T'as voulu jouer les héros ?» grogna Marcel, brandissant le couteau à quelques centimètres du visage de Zidane. « Maintenant tu vas regretter. » Mais Zidane, loin de reculer, fit un pas vers lui. Son mouvement si assuré qu'il sembla désarmer Marcel pendant une fraction de seconde. « Range ça, » dit Zidane, sa voix calme mais d'une fermeté qui fit frissonner l'assemblée. « Tu ne veux pas aller plus loin. » Les mots, prononcés sans hausser le ton, portaient une autorité qui rappelait le Zidane capitaine, celui qui, d'un regard, pouvait galvaniser une équipe entière. Marcel, déstabilisé, hésita, la lame tremblant légèrement dans sa main. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par un homme qui, à ses yeux, n'était qu'une gloire passée, un has-been venu se perdre dans un café de banlieue. Mais ce que Marcel ignorait, ce que personne dans ce café ne pouvait encore deviner, c'était la profondeur de la détermination de Zidane. Cet homme, qui avait grandi dans les rues de la Castellane, qui avait affronté les plus grands défis avec une grâce presque surnaturelle, n'était pas seulement une légende du football. Il était un père, un protecteur, un homme qui portait en lui les valeurs d'une famille unie par l'amour et l'honneur. En composant ce numéro, en prononçant ces 2 mots à son fils Lucas, Zidane avait mis en branle une réponse qui allait bien au-delà d'une simple confrontation. Il savait que Lucas, son aîné, capitaine dans l'armée française, n'était pas seulement un soldat, mais un homme forgé dans les mêmes valeurs que lui, le respect, la justice, la défense des faibles. Et il savait que, dans quelques minutes, ce café, ce petit coin de France, allait être le théâtre d'un événement qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui en seraient témoins. Zidane s'assit lentement, reprenant sa place à la table comme si de rien n'était, ses mains croisées sur la nappe, son regard ne quittant pas Marcel. Ce dernier, déconcerté par cette nonchalance, brandit à nouveau le couteau, mais son geste manquait de conviction. « T'es mort, Zidane !» marmonna-t-il, plus pour se rassurer que pour menacer. Mais Zidane, lui, attendait. Il attendait l'inéluctable,
avec la même patience qu'il avait autrefois lorsqu'il guettait une ouverture sur le terrain, prêt à frapper au moment parfait. Et dans ce silence, dans cette attente, le Café des Lilas semblait retenir son souffle, ignorant que, dehors, le grondement des moteurs approchait, que la justice, sous la forme d'un fils et de ses hommes, était en route. Le Café des Lilas, figé dans une tension presque insoutenable, semblait suspendu dans un instant où chaque seconde pesait comme une éternité. Marcel, le motard provocateur, brandissait toujours son couteau, la lame scintillant sous les lampes tamisées, mais son assurance vacillait face à l'immobilité déconcertante de Zinedine Zidane. Assis à sa table, l'ancien footballeur n'avait pas bougé depuis qu'il avait passé son appel, ses mains croisées sur la nappe, son regard fixe, non pas sur la lame, mais sur les yeux de Marcel, comme s'il cherchait à lire au-delà de son arrogance. Les clients, pétrifiés, n'osaient ni parler, ni détourner les yeux. Sophie, derrière le comptoir, serrait son torchon si fort que ses jointures blanchissaient, ses lèvres tremblantes murmurant des mots inaudibles peut être une prière, peut être un appel à l'aide. Madame Lefebvre, dont le tricot reposait oublié sur ses genoux, fixait la scène avec une intensité inhabituelle, ses mains crispées sur le bord de sa chaise. Pierre, le boulanger, semblait prêt à bondir, mais un instinct indéfinissable le retenait, comme s'il sentait que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Marcel, déstabilisé par le silence de Zidane, tenta de reprendre le contrôle. « T'as cru que ton petit coup de fil allait me faire peur ?» lança-t-il, sa voix rauque, trahissant une nervosité croissante. Il agita le couteau, le rapprochant du visage de Zidane, mais l'ancien footballeur ne s'y a pas. « T'es pathétique », ajouta Marcel, mais ses mots sonnaient creux, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Soudain, un grondement sourd, presque imperceptible au début, commença à se faire entendre, faisant vibrer les vitres du café. Les clients échangèrent des regards perplexes, certains tournant la tête vers la rue, où la lumière matinale semblait troublée par une ombre mouvante. Le bruit s'amplifia, un rugissement mécanique qui fit trembler les tasses sur les tables et arracha un sursaut à Sophie. Marcel, déconcerté, recula d'un pas, son couteau toujours levé, mais son attention se détourna de Zidane pour se porter vers la porte. « C'est quoi, ça ?» marmonna-t-il, sa voix teintée d'une pointe d'inquiétude. Zidane, lui, ne bougea pas, mais un éclat fugace traversa ses yeux, une lueur de certitude, comme celle d'un stratège qui sait que son plan se déroule exactement comme prévu. Le grondement devint assourdissant, accompagné du crissement de pneus sur le gravier de la place 7. Puis, dans un fracas qui fit vibrer les murs, 3 véhicules militaires, des jeeps kaki aux lignes anguleuses, s'arrêtèrent brutalement devant le café, leurs phares balayant l'intérieur à travers les vitres. Les clients retinrent leur souffle, et même Marcel, malgré son arrogance, sembla se ratatiner, son couteau tremblant dans sa main. La porte du café s'ouvrit avec une force qui fit tinter la clochette au-dessus comme un carillon de tempête. Une silhouette imposante se dessina dans l'embrasure, suivie de 6 autres, toutes vêtues d'uniformes impeccables, leurs bottes claquant sur le carrelage avec une précision militaire. À leur tête se tenait un homme jeune, dans la trentaine, dont la prestance et la détermination rappelaient instantanément celle de Zidane. C'était Lucas Zidane, le fils aîné, capitaine dans l'armée française, dont le visage, bien que marqué par la rigueur de son métier, portait les traits de son père, les mêmes yeux sombres, la même mâchoire carrée, la même aura d'autorité naturelle. Derrière lui, ces hommes, armés mais disciplinés, se déployèrent en un demi-cercle, leur regard scrutant la salle avec une efficacité froide. Le café, déjà silencieux, plongea dans une immobilité absolue, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Lucas s'avança, ses pas mesurés, son uniforme impeccable contrastant avec le désordre laissé par Marcel. Ses yeux balayèrent la scène, le couteau dans la main du motard, la joue rougie de son père, l'expression terrifiée de Sophie, et se posèrent enfin sur Marcel, qui semblait soudain bien moins sûr de lui. « Toi, dit Lucas, sa voix basse mais d'une clarté qui traversa le café comme une lame. Tu as frappé mon père. » Les mots, prononcés sans colère apparente, portaient une telle intensité que Marcel recula, trébuchant presque contre une table. Le couteau, qu'il tenait toujours, semblait désormais dérisoire face à la présence des soldats. Lucas s'avança encore, s'arrêtant à quelques pas de Marcel, son regard le clouant sur place. «
Tu as frappé Zinedine Zidane, un homme qui a porté l'honneur de ce pays, poursuivit-il, sa voix gagnant en fermeté. Et maintenant tu vas répondre de tes actes. Marcel, paniqué, tenta de reprendre contenance. T'es qui, toi bafouilla-t-il, agitant le couteau dans un geste désespéré. Mais avant qu'il ne puisse esquisser un mouvement, l'un des soldats, un colosse au visage impassible, s'avança et d'un geste fluide, désarma Marcel, tordant son poignet jusqu'à ce que la lame tombe au sol avec un cliquetis métallique. Marcel poussa un cri de douleur, mais le soldat le maintint fermement, l'empêchant de bouger. Zidane, qui n'avait pas quitté sa chaise, se leva enfin, lentement, comme s'il voulait marquer ce moment. Il s'approcha de Lucas, posant une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de sens. Les clients, qui avaient observé la scène dans un silence abasourdi, commencèrent à murmurer, leur voix formant un bourdonnement sourd. Sophie, les larmes aux yeux, laissa échapper un soupir de soulagement, tandis que Madame Lefebvre, pour la première fois, esquissa un sourire, ses mains se relâchant sur sa chaise. Pierre, le boulanger, se redressa, un mélange de respect et d'admiration dans les yeux. Lucas tourna légèrement la tête vers son père, leurs regards se croisant dans une compréhension muette. « Tu vas bien, papa ?» demanda-t-il, sa voix adoucie par une tendresse qui contrastait avec son allure militaire. Zidane hocha la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « J'ai connu pire », répondit-il, sa voix calme mais teintée d'une pointe d'humour, rappelant à tous ceux qui le connaissaient l'homme qui, même dans les moments les plus tendus, savait garder une élégance désarmante. Mais Zidane n'en avait pas fini. Il s'avança vers Marcel, qui, maintenu par le soldat, tentait vainement de se débattre, ses injures réduites à des marmonnements incohérents. « Écoute-moi, dit Zidane, sa voix basse mais d'une autorité qui fit taire le motard. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour elle, ajouta-t-il, désignant Sophie d'un signe de tête. Pour eux, poursuivit-il, balayant du regard les clients du café. Et pour ce que tu ne comprends pas, le respecte. Marcel, humilié, baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Zidane. Lucas, toujours à côté de son père, hocha la tête, un signe discret à ses hommes. Deux soldats s'avancèrent, saisissant Marcel par les bras et le traînant vers la porte. « Vous pouvez pas faire ça !» hurla Marcel, sa voix éraillée par la panique. « J'ai des droits !» Mais ses protestations se perdirent dans le claquement des bottes et le grondement des jeeps dehors. Zidane retourna à sa table, s'asseyant avec la même nonchalance qu'auparavant, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Lucas, après un dernier regard à son père, donna un ordre bref à ses hommes, qui escortèrent Marcel vers l'une des jeeps. Les clients, encore sous le choc, commencèrent à parler, leur voix formant un chœur de murmures admiratifs. « C'était incroyable », souffla Sophie, s'approchant timidement de Zidane. « Merci, monsieur Zidane. » L'ancien footballeur lui adressa un sourire, un de ces sourires rares qui avaient autrefois fait chavirer des foules. « Ce n'est rien, » répondit-il, reprenant sa tasse de café, désormais froide. Mais pour tous ceux présents dans le Café des Lilas, ce n'était pas rien. C'était un moment de justice, un rappel que, même dans un monde où l'arrogance semblait parfois triompher, des hommes comme Zidane et des fils comme Lucas étaient là pour rétablir l'équilibre. Le Café des Lilas, encore frémissant de l'intervention spectaculaire de Lucas Zidane et de ses hommes, semblait reprendre vie, mais avec une énergie nouvelle, presque électrique. La porte, qui s'était refermée derrière Marcel, traînée sans ménagement vers une jeep militaire, laissait entrer un courant d'air frais, dissipant l'atmosphère oppressante qui avait pesé sur le café quelques instants plus tôt. Les clients, jusque-là figés dans un silence stupéfait, commençaient à s'animer, leurs murmures s'entremêlant en un bourdonnement de commentaires admiratifs, de questions incrédules et de rires nerveux. Sophie, la serveuse, s'était laissée glisser sur un tabouret derrière le comptoir, ses mains tremblantes posées sur ses joues, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Madame Lefebvre, dont les yeux brillaient d'une lueur inhabituelle, avait repris son tricot, mais ses gestes étaient plus lents, presque méditatifs, comme si elle savourait chaque instant de ce dénouement. Pierre, le boulanger, s'était levé de sa chaise, incapable de contenir son excitation, et parlait à voix basse avec un autre client, ponctuant ses phrases de hochements de tête vigoureux. Dehors, le grondement des jeeps s'éloignait, emportant avec lui la menace que Marcel avait incarnée,
mais laissant derrière une sensation de triomphe tranquille, comme après un but marqué dans les dernières secondes d'un match. Au centre de cette effervescence, Zinedine Zidane restait assis à sa table. Sa tasse de café froid entre les mains, son regard perdu quelque part au-delà des vitres embuées. La marque rouge sur sa joue, vestige de la gifle de Marcel, s'estompait lentement, mais elle semblait presque insignifiante face à la dignité intacte qu'il dégageait. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que Lucas et ses hommes avaient emmené le fauteur de trouble, mais son silence, loin d'être celui de l'indifférence, était celui d'un homme qui réfléchissait, qui pesait le sens de ce qui venait de se passer. Pour les clients du café, l'arrivée de Lucas et la mise à l'écart de Marcel étaient une conclusion spectaculaire, une sorte de justice poétique digne d'un film. Mais pour Zidane, ce n'était qu'un chapitre. Un moment dans une vie marquée par des combats bien plus grands, des victoires bien plus lourdes de sens. Il pensait à Lucas, à la rapidité avec laquelle son fils avait répondu à son appel, à la fierté qu'il ressentait en voyant cet homme, forgé dans les mêmes valeurs que lui, prendre la tête de ces hommes avec une assurance qui rappelait ses propres jours de gloire sur le terrain. Lucas, après avoir donné ses dernières instructions à ses soldats dehors, revint dans le café, sa silhouette imposante se découpant contre la lumière matinale. Il ôta son béret militaire, révélant des cheveux courts et une expression où se mêlait la rigueur du devoir et une tendresse filiale. Il s'approcha de la table de son père, posant une main sur le dossier de la chaise vide en face de lui. « Papa, dit-il, sa voix douce mais ferme, tu es sûr que ça va ?» Zidane releva les yeux, croisant ceux de son fils, et un sourire, discret mais chaleureux, éclaira son visage. « Je t'ai dit, Lucas, j'ai connu pire, » répondit-il, sa voix teintée d'une pointe d'humour qui fit sourire son fils à son tour. Mais derrière cette légèreté, il y avait une gravité, une reconnaissance muette de ce que Lucas venait de faire, non pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, dans ce café, avaient été témoins de l'injustice. Lucas s'assit, faisant signe à Sophie, qui se précipita pour apporter 2 cafés frais, ses mains encore tremblantes, mais son sourire plus assuré. « Merci, mademoiselle », dit Lucas avec une courtoisie qui fit rougir la jeune femme, avant qu'elle ne retourne au comptoir, lançant des regards reconnaissants vers Zidane. Le père et le fils, assis face à face, formaient un tableau saisissant. L'un, légende du football, marqué par le temps, mais toujours empreint d'une aura d'autorité. L'autre, jeune capitaine, incarnation de la discipline et de l'honneur, mais avec une déférence évidente pour l'homme qui l'avait élevé. Les clients, bien que reprenant leur conversation, jetaient des coups d'œil discrets vers leur table, comme s'ils assistaient à un moment d'histoire, une rencontre entre 2 générations d'hommes exceptionnels. Zidane but une gorgée de son café, savourant la chaleur de la boisson, puis posa la tasse avec une précision méthodique. « Tu n'étais pas obligé de venir avec toute une escouade, dit-il, une lueur amusée dans les yeux. » Lucas haussa les épaules, un sourire en coin. « Quand tu appelles, papa ? » « Je ne prends pas de risque, » répondit-il avant d'ajouter plus sérieusement. « Cet homme a dépassé les bornes. Il fallait lui montrer que personne ne touche à notre famille. » Zidane hocha la tête, son regard se perdant à nouveau dans la rue où les ombres des passants commençaient à s'allonger sous le soleil montant. Ce moment, cette conversation, n'était pas seulement une réaffirmation des liens familiaux, mais une réflexion sur ce que signifiait être un Zidane. Pour Zinedine, l'incident avec Marcel n'était pas une simple altercation, mais un test, un rappel des valeurs qu'il avait toujours défendues, le respect, la justice, la protection des plus faibles. Il pensa à sa propre jeunesse, à ces moments où il avait dû se battre, non pas avec des poings, mais avec sa volonté, pour prouver qu'un gamin de la Castellane pouvait devenir un symbole pour une nation. Il pensa à Véronique, sa femme, qui avait été son roc à travers les tempêtes de la gloire et les épreuves de la vie. Et il pensa à ses fils, à la responsabilité qu'il avait ressentie en les élevant, non pas pour qu'ils suivent ses traces, mais pour qu'ils deviennent des hommes justes, capables de se tenir debout face à l'adversité. Lucas, en répondant à son appel, avait prouvé qu'il avait compris cette leçon, et cela, pour Zidane, valait plus que tous les trophées qu'il avait soulevés. Mais il y avait aussi une autre dimension à cet instant, une dimension qui touchait au-delà du café, au-delà de cette petite ville de banlieue. Zidane savait que ce qui s'était passé ici, dans ce modeste établissement, allait se répandre, devenir une histoire, une légende locale. Déjà, les clients chuchotaient, leur voix portant des bribes de l'événement. «
Vous avez vu comment Lucas est arrivé? Comme dans un film. Zidane n'a même pas sourcillé. Quel homme! Sophie, revenue à son poste, racontait à une collègue arrivée en renfort comment Zidane avait défendu son honneur, et même Madame Lefebvre, d'ordinaire si réservée, partageait ses impressions avec une voisine de table, ses mots empreints d'une admiration presque religieuse. Zidane, conscient de cet élan, ne s'en réjouissait pas, mais il ne l'ignorait pas non plus. Il savait que, dans un monde où les héros semblaient parfois appartenir au passé, des moments comme celui-ci rappelaient aux gens que la droiture, la famille, l'honneur étaient des forces vivantes, capables de transformer un café ordinaire en un théâtre de justice. Lucas, après un moment de silence, se pencha légèrement vers son père. « Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» demanda-t-il, faisant référence à Marcel. Zidane posa sa tasse, ses doigts effleurant la porcelaine avec une lenteur délibérée. « Il doit comprendre, » répondit-il, sa voix basse mais ferme. Pas seulement qu'il a eu tort, mais pourquoi? Qu'il ne recommence jamais. Lucas hocha la tête, comprenant l'intention de son père. Il savait que Zidane n'était pas un homme de vengeance, mais un homme de principe. Marcel ne serait pas simplement puni. Il serait confronté à la réalité de ses actes, à l'humiliation d'avoir défié non pas un individu, mais une famille, une communauté, une idée. Lucas se leva, prêt à rejoindre ses hommes, mais il s'arrêta, posant une main sur l'épaule de son père. « Repose-toi, papa », dit-il avec un sourire. « La prochaine fois, appelle-moi un peu plus tôt. » Zidane éclata d'un rire bref, un son rare qui fit tourner les têtes dans le café. « Promis », répondit-il, et ce simple échange, cette complicité entre père et fils, sembla sceller l'événement, le transformant en un souvenir que personne, dans le Café des Lilas, n'oublierait jamais. Le Café des Lilas, après le tumulte de l'intervention militaire, avait retrouvé une forme de calme, mais c'était un calme vibrant, chargé d'une énergie nouvelle, comme l'air après un orage d'été. Les clients, encore sous le choc de l'arrivée spectaculaire de Lucas Zidane et de ses hommes, échangeaient des regards complices, leurs conversations ponctuées de rires et de commentaires émerveillés. Sophie, la serveuse, s'affrait à nouveau derrière le comptoir, mais avec une légèreté retrouvée, son sourire plus franc, comme si l'incident avec Marcel lui avait redonné une confiance qu'elle ignorait posséder. Madame Lefebvre, toujours à sa place, tricotait avec une sérénité presque solennelle, ses aiguilles cliquetant doucement, tandis que Pierre, le boulanger, discutait avec animation avec un autre habitué, gesticulant pour mimer l'entrée des soldats. Dehors, les jeeps avaient disparu, emportant Marcel vers un sort que personne dans le café ne cherchait vraiment à connaître, mais l'écho de leur moteur semblait encore résonner, un rappel de la justice rapide et implacable qui s'était abattue sur l'arrogance du motard. Au cœur de ce renouveau, Zinedine Zidane et son fils Lucas, assis face à la table près de la fenêtre, formaient un îlot de quiétude, leur silhouette encadrée par la lumière dorée du matin qui filtrait à travers les vitres. Zidane, sa tasse de café à nouveau chaude entre les mains, observait son fils avec une attention silencieuse, ses yeux sombres scrutant les traits de Lucas, comme s'il cherchait à y lire les années qu'ils avaient traversées ensemble. Lucas, débarrassé de son béret militaire, laissait apparaître une ressemblance frappante avec son père, non pas seulement dans les lignes de son visage, mais dans cette manière de se tenir, droit, avec une assurance qui n'avait rien d'arrogant. Leur conversation, jusqu'à présent ponctuée de légèreté et de complicité, s'était éteinte, laissant place à un silence confortable, celui de deux hommes qui n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Pourtant, Zidane savait que ce moment, cette pause dans le tumulte de la matinée, était une occasion rare, une chance de parler, non pas de l'incident qui venait de se produire, mais de ce qui les unissait au-delà des titres, des uniformes, des combats. Il reposa sa tasse avec une lenteur délibérée, ses doigts effleurant la porcelaine, et se pencha légèrement vers Lucas. « Tu sais, dit-il sa voix basse mais claire, quand je t'ai appelé, je ne savais pas si tu serais libre. » Lucas haussa un sourcil, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. « Papa, tu plaisantes ?» répondit-il. « Quand tu appelles, je lâche tout. » Zidane éclata d'un rire bref, un son rare qui attira l'attention de Sophie, qui les observait discrètement depuis le comptoir. Ce rire, si simple, ouvrit la porte à une conversation plus profonde, une de ces discussions que père et fils n'avaient que trop rarement, pris par les obligations de leur vie respective. Zidane, qui avait toujours été un homme de peu de mots, sentit le besoin de parler, non pas pour combler le silence,
mais pour transmettre, pour s'assurer que les leçons qu'il avait apprises, souvent dans la douleur, ne se perdraient pas. « Tu me fais penser à ton grand-père », dit-il après un moment, son regard se perdant dans la rue où des passants commençaient à affluer, ignorant le drame qui venait de se jouer dans le café. Smaïl était comme toi, droit, déterminé, mais toujours prêt à protéger ceux qui comptaient pour lui. Lucas, habitué à entendre parler de son grand-père, hocha la tête, mais il sentit que son père avait plus à dire. « Quand j'étais gosse, » poursuivit Zidane, il me racontait des histoires de son village en Kabylie, des histoires de courage, de famille, de terre qu'on défendait non pas pour posséder, mais pour honorer. Je ne comprenais pas tout à l'époque, mais aujourd'hui, il s'interrompit, cherchant ces mots, un exercice inhabituel pour un homme habitué à s'exprimer par des actes. Aujourd'hui, je vois ça en toi. Lucas, touché par ces paroles, baissa les yeux un instant, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse. C'est toi qui m'as appris ça, papa, répondit-il, sa voix teintée d'une sincérité brute. Tout ce que je suis, c'est à cause de toi et maman. Vous nous avez toujours dit, à nous quatre, que la force, ce n'est pas de frapper le plus fort, mais de se relever, de défendre ce qui est juste. Zidane hocha la tête, un sourire discret éclairant son visage. Il pensa à ses autres fils, Enzo, Théo, Elias et à Véronique, la femme qui avait été son ancre à travers les tempêtes de la gloire et les défis de la vie quotidienne. Il pensa à la maison familiale, à ces soirées où les rires des enfants emplissaient l'air, à ces moments où, malgré les caméras et les attentes du monde, il n'était qu'une famille, unie par l'amour et la confiance. Mais il pensa aussi aux moments plus durs, aux sacrifices qu'il avait faits, aux fois où il avait dû choisir entre sa carrière et sa famille, aux nuits blanches où il se demandait s'il était à la hauteur de l'héritage qu'il voulait laisser. « Tu te rappelles quand je t'emmenais à l'entraînement ?» demanda Zidane, changeant de sujet avec une légèreté apparente. Lucas éclata de rire, un souvenir précis remontant à la surface. « Comment oublier ?» répondit-il. « J'avais quoi, 8 ans. Tu me faisais courir autour du terrain jusqu'à ce que je tombe, et après, tu me portais sur tes épaules pour rentrer à la maison. » Zidane sourit, ses yeux pétillants d'une nostalgie douce. « Tu étais têtu, » dit-il. « Tu refusais de t'arrêter, même quand tu étais épuisé. Déjà à l'époque, je savais que tu irais loin. » Lucas secoua la tête, amusé. « Loin peut être, mais pas sur un terrain comme toi, » répondit-il. « L'armée, c'était mon choix, mais je crois que j'ai toujours voulu te rendre fier, d'une manière ou d'une autre. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, touchèrent Zidane plus qu'il ne l'aurait admis. Il posa une main sur l'épaule de son fils, un geste qui valait tous les discours. « Tu me rends fier tous les jours, Lucas, » dit-il, sa voix grave mais empreinte d'une chaleur rare. Cette conversation, intime et sincère, contrastait avec l'agitation qui avait précédé, mais elle était essentielle. Un moment où père et fils se retrouvaient, non pas comme une légende et un capitaine, mais comme deux hommes partageant un héritage commun. Les clients, bien que respectant leur espace, ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards vers leur table, captivés par la complicité évidente entre les deux hommes. Sophie, qui avait repris son service, s'approcha pour remplir leur tasse, s'excusant presque de les interrompre. « Vous savez, dit-elle timidement, ce que vous avez fait aujourd'hui, ça veut dire beaucoup pour nous tous ici. » Zidane lui adressa un sourire, un de ces sourires qui avaient autrefois fait fondre des foules. « C'est normal, » répondit-il simplement, mais ces mots portaient une vérité profonde, celle d'un homme pour qui défendre les autres n'était pas un acte d'héroïsme, mais une évidence. Au-delà de cette table, le café continuait de vibrer d'une énergie nouvelle. Les clients, galvanisés par l'événement, semblaient plus proches, leur conversation plus animée, comme si l'incident avait brisé une barrière invisible, les unissant dans une admiration partagée pour Zidane et son fils. Madame Lefebvre, dans un élan inhabituel, s'adressa à Pierre, lui racontant une anecdote sur un match de 1998 où elle avait vu Zidane marquer, sa voix tremblante d'émotion. Pierre, à son tour, confia qu'il avait toujours admiré Zidane, non pas seulement pour ses buts, mais pour sa façon de rester humble, même au sommet. Ces échanges, anodins en apparence, étaient le signe d'une communauté renforcée, d'un café qui, en une matinée, était devenu plus qu'un lieu de passage, un symbole de résistance face à l'injustice. Zidane,
conscient de l'impact de ce moment, sentit une chaleur diffuse dans sa poitrine, non pas de l'orgueil, mais une satisfaction profonde, celle d'avoir agi selon ses principes, d'avoir montré à son fils, et peu, être à tout ce présent, que l'honneur n'était pas un vain mot. Il pensa à sa mère, Malika, à son père, Smaïl, à leur sacrifice pour lui offrir une vie meilleure, et il se demanda s'ils auraient été fiers de ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il pensa aussi à l'avenir, à ses autres fils, à la manière dont il continuerait à les guider, à leur montrer que la grandeur ne se mesurait pas en médailles ou en titres, mais en moments comme celui-ci, où l'on choisissait de se tenir droit, même face à l'adversité. Lucas, comme s'il lisait dans ses pensées, posa une main sur la table, ses doigts frôlant ceux de son père. « On est une équipe, pas vrai ?» dit-il avec un sourire. Zidane hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Toujours », répondit-il. Et ce mot, simple mais lourd de sens, scella leur échange, un pacte entre un père et son fils, entre un passé glorieux et un avenir prometteur. Le café des Lilas, baigné dans la lumière douce d'un soleil qui s'élevait désormais au-dessus des toits de la petite ville de banlieue, semblait transformé, comme si l'incident avec Marcel et l'intervention de Lucas Zidane avaient insufflé une nouvelle âme à cet espace ordinaire. Les clients, qui avaient repris leur place après l'agitation, continuaient de discuter avec une animation inhabituelle, leur voix formant un chœur de récits et de spéculations, chacun ajoutant sa propre couleur à l'histoire qui, déjà, prenait des allures de légende. Sophie, la serveuse, circulait entre les tables avec une assurance nouvelle, son sourire éclatant comme un phare dans la salle, tandis que Madame Lefebvre, toujours à son tricot, hochait la tête en écoutant les commentaires d'un voisin, ses lèvres esquissant un sourire discret. Pierre, le boulanger, s'était lancé dans une analyse passionnée de l'événement, comparant l'entrée de Lucas à un but décisif en finale, ses gestes amples faisant rire ses interlocuteurs. L'atmosphère, bien que revenue à une forme de normalité, portait une chaleur, une camaraderie qui n'existait pas avant ce matin. Les vitres embuées, les tasses cliquetant doucement, l'odeur du café frais, tout semblait plus vivant, comme si le café lui-même avait été témoin d'un moment d'histoire et refusait de l'oublier. À la table près de la fenêtre, Zinedine Zidane et son fils Lucas achevaient leur conversation, leurs tasses vides posées devant eux, leurs silhouettes encadrées par les rayons dorés qui traversaient la vitre. Leur échange, intime et profond, s'était éteint naturellement, laissant place à un silence complice, celui de deux hommes qui savaient qu'aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Zidane, les mains croisées sur la table, observait la rue où la vie reprenait son cours. Des passants pressés, une vieille femme tirant un caddie, un enfant courant après un ballon. Cette simplicité, cette routine, était ce qu'il chérissait depuis qu'il avait quitté les projecteurs du football. Pourtant, ce matin, il avait été ramené, l'espace d'un instant, au cœur d'un combat, non pas sur un terrain, mais dans ce café, pour défendre des valeurs qu'il portait en lui depuis l'enfance. Il pensa à sa famille, à Véronique, à ses autres fils, et à la façon dont cet incident, aussi inattendu soit-il, avait renforcé son lien avec Lucas, comme un rappel que l'héritage qu'il transmettait était vivant, tangible, incarné dans les actes de son aîné. Lucas, sentant peu être le poids des pensées de son père, se leva, ajustant son uniforme avec une précision militaire. « Il faut que j'y aille, papa, dit-il, sa voix mêlant devoir et regret. Les hommes m'attendent, et on a encore du travail. » Zidane hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Vas-y, répondit-il, et merci, Lucas. » Le jeune capitaine haussa les épaules, un geste qui rappelait étrangement celui de son père dans ses moments de modestie. « C'est normal, dit-il, reprenant sans le savoir les mots que Zidane avait adressés à Sophie plus tôt. Mais avant de partir, Lucas posa une main sur l'épaule de son père, à un contact bref mais chargé d'affection. « Prends soin de toi, d'accord ?» ajouta-t-il, son ton plus léger, presque taquin. Zidane éclata d'un rire doux. « Promis, répondit-il. Et ce simple échange, cette promesse tacite, scella leur séparation, un moment de connexion qui resterait gravé dans leur mémoire. Lucas s'éloigna, saluant Sophie d'un signe de tête et adressant un sourire poli à Madame Lefebvre, qui lui rendit un regard empreint de respect. Lorsqu'il passa la porte, la clochette tinta doucement, et les clients le suivirent des yeux, certains murmurant des commentaires admiratifs, d'autres se contentant de hocher la tête, comme s'ils saluaient un héros discret,
Zidane, resté seul à sa table, sentit une vague de fierté l'envahir, non pas pour lui-même, mais pour son fils, pour l'homme qu'il était devenu. Il pensa à sa propre jeunesse, à ces moments où il avait douté de lui, où il s'était demandé s'il serait à la hauteur des attentes de son père, de sa communauté, de son pays. Aujourd'hui, en voyant Lucas, il savait qu'il avait réussi là où tant d'autres avaient échoué. Il avait élevé un homme qui non seulement portait son nom, mais en incarnait l'essence, celle d'un courage calme, d'une droiture inflexible. Mais ce moment de réflexion fut interrompu par l'approche de Sophie, qui s'avança timidement à un plateau à la main. « Monsieur Zidane, dit-elle, sa voix hésitante mais sincère, je voulais vous remercier encore. Ce que vous avez fait, ce que votre fils a fait, ça compte pour nous. » Elle posa une nouvelle tasse de café devant lui, un geste gratuit, presque symbolique. Zidane lui adressa un sourire, un de ces sourires rares qui avaient autrefois fait chavirer des stades entiers. « C'est vous qui faites tourner ce café, Sophie, » répondit-il. « Moi, je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. » Sophie rougit, secouant la tête. « Non, » insista-t-elle. « Vous avez montré à tout le monde ici qu'on peut se tenir debout, même quand c'est difficile. » Ces mots, prononcés avec une conviction juvénile, touchèrent Zidane plus qu'il ne l'aurait cru. Il hocha la tête, acceptant son compliment avec une humilité qui ne faisait qu'accroître l'admiration qu'elle lui portait. Alors que Sophie retournait à son comptoir, Zidane se tourna à nouveau vers la fenêtre, son regard suivant les passants dans la rue. Il pensa à l'impact de cette matinée, non pas seulement sur lui ou sur Lucas, mais sur ce café, sur cette communauté. Il savait que l'histoire de ce qui s'était passé ici allait se répandre, portée par les clients, amplifiée par les récits, transformée en une fable locale. Déjà, il pouvait imaginer Pierre racontant l'événement à sa boulangerie, Madame Lefebvre partageant l'histoire avec ses amis, Sophie décrivant à ses collègues comment Zidane avait défendu son honneur. Cette pensée ne le rendait pas orgueilleux, mais elle lui apportait une satisfaction profonde, celle d'avoir, par un simple acte, rappelé à ces gens que la justice, la dignité, l'honneur n'étaient pas des concepts abstraits, mais des réalités qu'on pouvait toucher, défendre, incarner. Il pensa aussi à l'avenir, à ce que cette matinée signifiait pour lui, pour sa famille, pour son rôle dans ce monde. Il avait quitté le football, les stades, les caméras, pour une vie plus simple, mais il réalisait maintenant que son influence, son héritage, ne s'arrêtait pas aux limites d'un terrain. Chaque geste, chaque choix portait une signification, une leçon pour ceux qui l'observaient, qu'il s'agisse de ses fils, de Sophie ou des inconnus dans ce café. Il pensa à Marcel, à l'homme qui, dans son arrogance, avait cru pouvoir l'humilier, et il se demanda ce que cet homme retiendrait de cette journée. Peut être rien, peut être une leçon, mais Zidane savait que ce n'était pas son rôle de le juger. Son rôle était d'agir, de montrer l'exemple, de laisser derrière lui un monde un peu meilleur, même si ce n'était qu'à l'échelle d'un café de banlieue. Zidane se leva enfin, glissant quelques euros sous sa tasse, un geste habituel, mais qui, ce matin, semblait chargé d'une signification nouvelle. Il ajusta son écharpe, son regard balayant le café une dernière fois. Les clients, sentant son départ imminent, lui adressèrent des sourires, des hochements de tête, certains murmurant des « merci, Zizou » à peine audibles. Sophie, depuis le comptoir, leva la main en un salut timide et Madame Lefebvre, dans un élan inattendu, lui lança un « Prenez soin de vous, Monsieur Zidane », qui fit sourire l'ancien footballeur. Il répondit d'un signe de tête, puis se dirigea vers la porte, ses pas lents mais assurés. Lorsqu'il l'ouvrit, la clochette tinta, un son clair qui sembla clore ce chapitre de la matinée. Dehors, le soleil brillait plus fort, ses rayons réchauffant les pavés de la placette. Zidane s'arrêta un instant, respirant l'air frais, sentant une vitalité nouvelle couler dans ses veines. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas comme un homme de 50 ans, marqué par le temps et les combats, mais comme un homme en pleine possession de ses moyens, prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Il pensa à Lucas, à ses autres fils, à Véronique, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Il savait qu'il rentrerait chez lui, qu'il raconterait cette histoire à sa femme, qu'ils riraient ensemble, qu'ils continueraient à construire, jour après jour, cet héritage d'amour et de droiture. Et il savait aussi qu'il reviendrait au Café des Lilas, demain, après-demain, comme toujours, parce que c'était ici, dans ces moments simples, qu'il trouvait du sens, qu'il se sentait chez lui.
Zidane s'éloigna, sa silhouette se fondant dans la foule matinale, mais son impact, lui, restait, gravé dans les murs du café, dans les cœurs de ceux qui avaient été témoins de cette matinée, dans l'histoire de cette petite ville qui, grâce à lui, se souviendrait qu'un homme, même seul, pouvait changer le cours des choses, simplement en refusant de plier.